Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Lionel Gougelot. Bienvenue sur Europe 1. Dans cette période post-législative, on a senti le Rassemblement national un peu spectateur discret des événements et assez peu réactif finalement face à la temporisation, comme on dit, d'Emmanuel Macron. Cette discrétion, elle s'explique comment? Par la volonté de digérer un peu la déception des législatives de juillet dernier? Alors écoutez, d'abord, c'est pas nous qui avons mis le Parlement en vacances, si j'ose dire, parce que là, l'hémicycle est fermé. Voilà, on aurait beaucoup de choses à faire, en effet, et on était plutôt sur les starting blocks, non pas pour être des spectateurs, mais pour être des acteurs et des acteurs de première ligne, puisque nous étions prêts à gouverner, sans majorité absolue, nous l'avions annoncé à l'avance, par la voix de Jordan Bardella. Il ne s'agissait pas, de toute façon, de faire autre chose que de l'opposition, on y reviendra sans doute, de l'opposition constructive, des propositions, ce qui est le travail d'un parlementaire, c'est-à-dire le contrôle du gouvernement. Mais enfin, si le Parlement ne se réunit pas, si on n'a pas de gouvernement, et c'est pas exactement de notre fait ni de notre droit, nous reprocher de prendre un peu de vacances. Donc il ne s'agissait pas de faire du commentaire politique à longueur de semaine, quoi, au contraire, prendre un peu de recul, quoi. Je vais vous dire, ce qui est souvent difficile en politique, c'est se taire. Et une des plus grandes qualités pour un politique, c'est quand il n'a rien à dire, de se taire. Et je pense que les dirigeants du Rassemblement national ont montré cet été qu'ils étaient capables, effectivement, de garder leur langue et d'attendre, d'une certaine façon, que la poussière électorale retombe, et surtout que le président de la République en tire les conséquences. Par ailleurs, je vous rassure, pour moi, d'ailleurs, personnellement, comme pour l'ensemble des députés du Rassemblement national et d'autres groupes, les vacances ont été très studieuse, puisque là, on va de toute façon examiner un budget, enfin j'espère, quoi qu'il arrive. J'ai été en particulier chargé d'examiner le budget de l'Agence française de développement et de toute la politique de développement. C'est une bagatelle de 15 milliards au total. Donc, je suis plongé, et j'ai été plongé dès le départ dans des dossiers qui sont passionnants mais très techniques, pour se préparer à cet exercice, et c'est bien normal. Et par ailleurs, nous, au Rassemblement national, nous considérons que l'on va vers une nouvelle dissolution. Donc nous sommes déjà en campagne. Ce soir, je serai dans le territoire de Belfort auprès de mes administrés. Est-ce que vous faites partie, Guillaume Bigot, de ceux qui attendent un vrai déblocage de la situation après que le président de la République aura reçu tous les responsables et les chefs de groupe politiques à l'Assemblée nationale? Alors, est-ce que je l'attends? Oui, sinon j'aurais pas fait un pas pour aller en politique active d'une certaine façon. Je l'attends, je le prépare, j'y travaille, on y travaille, c'est une entreprise collective. Est-ce que j'y crois tout de suite et maintenant? La réponse est dans la question. Il va y avoir un Premier ministre et un gouvernement qui va être désigné. Oui, mais au risque de vous surprendre, quel que soit le Premier ministre qui sortira du chapeau, ça ne changera rien. R-I-E-N. Pourquoi ça changera rien? Pour deux raisons. La première, c'est que de toute façon, depuis 2017, on a bien compris que les premiers ministres sous, si j'ose dire, l'ère d'Emmanuel Macron, ne sont que des directeurs de cabinet. De toute façon, Emmanuel Macron se mêle de tous les sujets, c'est lui-même un spécialiste de tout, et à partir de là, le Premier ministre a vraiment la portion congrue, quel que soit son bord politique, à mon avis. Oui, mais maintenant la donne a changé, Guillaume Bigot, parce que il faudra forcément un Premier ministre qui ne sera pas forcément de son camp, de son bord, de sa sensibilité. C'est toute la magie, d'une certaine façon, assez diabolique, qui s'est opérée, c'est-à-dire que je pense que d'ailleurs, on ne prête qu'aux riches. Et là, on prête toujours à Emmanuel Macron des intentions et une capacité à concevoir des manœuvres extrêmement sioux, extrêmement complexes. Là, je pense que ce n'est pas le cas. On sait bien que la grenade dégoupillée qu'il a lancée, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que là, on commence peut-être à voir se débloquer la situation parce qu'il y a ces rencontres de l'Élysée. Ça veut dire que peut-être la mécanique qui aboutira à la nomination d'un gouvernement se déverrouille. Je vous rappelle quand même qu'au lendemain des élections européennes, c'était une urgence absolue. Ça n'a pas pris 15 minutes pour dissoudre. Mais là, ça va peut-être prendre 38 jours, soit un record, comme vous savez, qui serait battu de gouvernement intérimaire. Or là, qu'est-ce qui va-t-il se passer? On dit qu'Emmanuel Macron, finalement, il va retomber sur ses pieds. Je pense que la situation politique fait que les Français ne voulaient plus, et ça a été vu lors des résultats des européennes et du premier tour des législatives, ne voulaient plus du macronisme, ne voulaient plus de ce en même temps. Et ils vont en manger davantage, parce que on va y revenir, quel que soit le Premier ministre qui sera désigné, on va avoir non seulement Emmanuel Macron à la manœuvre, mais on va avoir encore et toujours un petit peu de droite, un petit peu de gauche. Imaginons que Emmanuel Macron consente à nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Quelle sera la réaction, quelle sera l'attitude du Rassemblement national? L'attitude du Rassemblement national à l'égard de tout gouvernement dans lequel nous ne participerons pas, et
quand même de grâce, après le résultat des législatives qui aurait pu donner facilement une majorité claire, puisqu'il y avait une volonté d'alternance démontrée à la fois par le premier tour et à la fois par les européennes, il n'y a pas eu d'alternance parce qu'il y a eu ces désistements indignes, parce qu'il y a eu cette espèce de ceinture de chasteté qu'on a appelée le bloc républicain, qui est en fait un bloc antipopulaire. Donc, comme il n'y a pas de majorité, écoutez, nous, on sera gouvernement par gouvernement, texte par texte, dans une opposition, on l'a toujours dit, on l'a toujours fait, qui sera constructive au cas par cas. Si des choses sont proposées dans l'intérêt de la France, nous les voterons dans l'intérêt général, et sinon, nous ne participerons pas à un gouvernement qui n'a pu se former et qui ne se formera que parce que tous les notables ont voulu empêcher une alternance de nature, à peu près de même nature que celle de 1981 d'ailleurs. Imaginons un gouvernement donc nouveau Front Populaire, pour dire les choses comme ça, si ce gouvernement propose la suppression de la réforme des retraites, plus de moyens pour les services publics et une augmentation du SMIC à 1 600 €, vous voterez contre ? Alors, ce qu'on avait dit, on ne va pas changer d'avis maintenant, c'est qu'il faut commencer par un audit extrêmement précis, circonstancié, fin des finances publiques. Sans cet audit des finances publiques, sans savoir quelle est la trajectoire budgétaire et financière de la France, comme vous savez, on a été placé par l'Union européenne, et c'est pas nous qui avons voulu ce mécanisme, ni le financement d'ailleurs de la France par appel nécessaire, et je dirais juridiquement organisé des marchés financiers, mais on est maintenant sous la tutelle de l'Union européenne et des marchés financiers pour construire un budget. Dans ces conditions, alors que l'endettement ne fait que croître, et alors que les taux d'intérêt vont remonter, alors qu'on va payer bientôt des dizaines et des dizaines de milliards, ce sera le premier poste de l'État, cet emprunt, avec un risque que je souligne, parce qu'on le souligne rarement, un risque de sable mouvant, c'est-à-dire exactement comme un mécanisme de surendettement, où on va s'endetter pour se financer. Et bien, dans ces conditions, je vous réponds, dans ces conditions, on pourra soutenir ou pas, en fonction de nos capacités budgétaires, dans l'intérêt du pays. Nous avons toujours dit que nous voulions revenir sur cette réforme des retraites, oui, mais pas à n'importe quel prix, d'une part, et pas avec n'importe quelle révision de cette réforme. Si vous proposez justement l'abrogation de la réforme des retraites à l'occasion de votre niche parlementaire, si j'ai bien lu, vous allez pouvoir bénéficier de ça. Est-ce que vous attendez tous les partis. Pardon ? Tous les partis, oui, tous les partis, mais enfin, vous serez les premiers si mes informations sont exactes. Et elles sont avec l'ambition de proposer donc l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous attendez que le nouveau Front Populaire vous suive ? Écoutez, à partir du moment où le nouveau Front Populaire a été capable de se faire élire, et de faire élire d'ailleurs, Monsieur Hollande a proposé... a fait élire des gens qui avaient désarticulé les retraites, qui avaient désarticulé l'hôpital, qui avaient pris des mesures complètement antisociales. Ces gens sont capables de tout. Donc, est-ce qu'ils seront capables de nous suivre ? Je pense que précisément non, parce qu'ils sont capables de tous se liguer contre nous, et c'est vraiment leur ligne de partage des eaux, c'est d'empêcher l'alternance. Donc, en même temps, vous vous dites qu'il y aura censure s'il y a un gouvernement avec des ministres LFI. Donc, il y a un niveau de détestation finalement dans cette assemblée, dans la classe politique actuellement, qui fait dire que on n'aura aucune solution, quoi. Il va y avoir un blocage. Alors, si on parle de LFI, il faut, à mon avis, essayer quand même de comprendre on n'est pas dans une cour de récréation, c'est la vie politique française et c'est une majorité pour la France. Donc on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement sérieux. On n'est pas dans une cour de récréation précisément, mais nous déplorons le fait qu'ils se comportent comme une cour de récréation. Ils ont une stratégie dangereuse, qui est une stratégie de bordélisation, on l'a vu, qui est une stratégie de fracturation, qui est une stratégie de montée des tensions. Moi, toute ma campagne électorale, j'ai vu beaucoup d'électeurs, d'électrices issus d'immigration qui se sont dit prêts à voter pour moi. Ils m'ont dit, mais quand même, on nous a dit que... mais qui vous a dit, les gens de LFI vous ont dit quoi ? Pique-pendre, des choses complètement hallucinantes pour jeter de l'huile sur le feu. Nous ne sommes pas dans une opposition systématique. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Si demain, ils proposent des choses qui sont intéressantes pour la France, nous ne rentrerons pas dans une logique, si vous voulez, gouvernementale, on l'a dit. Nous ne rentrerons pas dans une logique de soutien systématique, on l'a dit. Mais il suffit qu'ils proposent ponctuellement des choses qui vont dans l'intérêt du pays. On pourrait les voter, bien sûr. Et inversement, j'espère. Mais il ne faut pas s'attendre de leur part à des miracles. Comment faire pour faire avancer les choses, Guillaume Bigot, dans cette situation de blocage, sachant qu'il ne pourra pas y avoir de dissolution avant l'été 2025 ? J'entends dire, parmi certains élus du Front National, qu'on pourrait...
du Rassemblement national, pardonnez-moi, que certains dossiers pourraient avancer à coup de référendum. Est-ce que c'est bien sérieux? On ne va pas appeler les Français aux urnes tous les 4 matins. Vous me demandez si la Constitution de la Ve République est bien sérieuse. Parce que le fondement, le pilier, tout ce théâtre de défense de la République, c'est véritablement un théâtre, pour reprendre les mots de Lionel Jospin, le théâtre de l'antifascisme. Au fondement de la République, vous avez la souveraineté du peuple. Le peuple exerce, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, par ses représentants, c'est bloqué, personne n'a la majorité. Vous me parliez d'une majorité de gauche, mais on sait bien quand on fait les comptes qu'il n'y a pas de majorité de gauche. Une majorité macroniste de centre, il n'y en a pas non plus. Le centre plus la droite LR, ça ne fonctionnera pas. Le centre plus la gauche, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le parti de tous les notables qui se sont déjà alliés pendant les élections législatives, au deuxième tour, pour empêcher une véritable alternance. Voilà ce qui va se passer. Donc vous me demandez si c'est bien sérieux d'essayer de débloquer la situation en demandant directement son avis au peuple. Non seulement c'est sérieux, c'est constitutionnel et c'est républicain. Et je pense que nous sommes non seulement un barrage populaire, mais nous sommes, à l'heure qu'il est, le seul barrage républicain. Nous sommes, d'une certaine façon, la dernière formation politique qui croit au primat d'État-nation, à la souveraineté nationale et populaire, et qui veut préserver l'esprit et la lettre des institutions de la Ve République. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous accuse de porter atteinte aux valeurs de la République. Non seulement les valeurs, mais la lettre de la République sont menacées. Vous savez, depuis 2017, ça a commencé bien avant, c'est une politique qui a été mise en œuvre par Maastricht, confirmée en 2005, ça fait d'une certaine façon très longtemps que, comme Philippe Séguin l'avait dit, on a différents détaillants, mais les grossistes sont les mêmes, puisque c'est Bruxelles qui nous donne cette politique. C'est une politique, on peut dire, euro-mondialiste, et cette politique-là, elle est mise en œuvre depuis plus de 50 ans, et en vérité, il n'y a pas pour l'instant d'alternative. Nous sommes la seule alternative crédible. Alors je sais bien que le Front populaire et les alliés Europe Écologie Les Verts prétendent une espèce d'alter-mondialisme un peu radical. Je pense que ça non plus, ça ne fonctionne pas. Et en tout cas, quand on leur propose de choisir, ils s'allient immédiatement avec cette politique unique pour tout bloquer. Vous parliez de la préparation du budget il y a quelques instants, Guillaume Bigot. Est-ce que, comme vos collègues parlementaires du nouveau Front populaire, on en revient à eux, vous êtes scandalisé par le fait que Gabriel Attal ait déjà préparé une sorte d'avant-budget pour 2025 sans tenir compte de ce qui va se passer justement dans les semaines qui viennent? Je suis scandalisé par le fait qu'il y a, semble-t-il, une sorte de manœuvre. Je reviens sur ce tempo quand même assez étrange. On ne pouvait pas attendre 15 minutes après les résultats des européennes, dont on nous avait expliqué que c'était des élections décorrélées d'une logique nationale, pour dissoudre. Mais par contre, une fois qu'il y a eu une nouvelle Assemblée nationale, pour nommer un Premier ministre, on est à plus d'un mois et on attendra les fameux 38 jours vendredi, c'est-à-dire le record. Et donc on en revient à ce mécanisme d'abîmer les institutions de la Ve République et de faire en sorte que on retourne au régime des partis, ce que le général de Gaulle avait voulu contourner. Donc pourquoi Emmanuel Macron fait ça? Pourquoi il prend son temps? Peut-être gagne-t-il du temps, il voulait savourer les Jeux Olympiques, très bien. Peut-être aussi, finalement, il veut mettre tout le monde au pied du mur, et notamment avec cette affaire de budget, parce que comme vous le savez, nous sommes en procédure, une procédure très grave, très sérieuse, pour endettement excessif, et donc à un moment, il aura beau jeu, le président de la République, de dire, écoutez, mettez-vous d'accord, nous sommes au pied du mur, au pied de la dette. Voilà, et il veut pousser d'une certaine façon les acteurs à se mettre d'accord entre eux le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça qui est en train de se produire. Et ce que je suis scandalisé par le fait que le Premier ministre sortant construise un budget et envoie des lettres de cadrage. Bien sûr que c'est choquant, mais la faute en incombe au président de la République. C'est lui qui refuse de nommer un Premier ministre, et c'est lui qui semble se désintéresser de la situation politique de la France. Là, on a vécu, si vous voulez, sur une espèce de bulle qui est la bulle des Jeux Olympiques, avec un effet Paris est une fête, etc. Formidable, on a été les premiers à trouver ça fantastique que nos athlètes brillent. Mais il y a quand même un espèce d'effet de gueule de bois maintenant. On revient dans le réel, on revient dans le dur. Regardez ces faits divers sordides, regardez la situation, encore une fois, de la dette. Et là, on va se rendre compte que la France n'a pas de gouvernement et qu'il y avait d'ailleurs, je crois, 150 lois qui étaient, pardon d'utiliser un anglicisme, en stand-by dans la précédente mandature. Donc c'est assez sérieux ce dont on parle. On parle du gouvernement de la France. Eh bien, c'est bloqué. Et la France était très difficilement gouvernable dans la précédente mandature. Elle est désormais absolument ingouvernable. Eh bien, on verra ce qu'il en est justement après ces rencontres de l'Élysée qui débutent dès demain, vendredi. Le Rassemblement national sera reçu lundi, si mes informations sont exactes, début de semaine prochaine. Exactement. Merci Guillaume Bigot, merci d'avoir accepté l'invitation.